Bonjour à tous ceux qui arrivent. On va démarrer d'ici quelques minutes. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur Instagram en version avancée, puisque la semaine dernière, on a vu les bases pour ceux qui se lançaient sur Instagram. Là, on va voir un petit peu comment aller plus loin, essayer de faire un petit peu de business avec. Ce webinaire, comme les précédents, s'inscrit dans le cadre de l'opération de transfert numérique cybersécurité que nous faisons en relation avec la CCI Occitanie et qui est financée par la région d'Occitanie. Voilà, donc vous avez ici, hop, de ce côté-là plutôt, la partie transition numérique cybersécurité. On va continuer aujourd'hui avec notre intervenant de la dernière fois qui est Rémi Sirex de l'agence Anouk Deke. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Semaine prochaine, donc puisqu'on a fixé les webinaires le mardi, c'est le 14 juillet, donc il n'y en aura pas. Donc je vous retrouverai le mardi suivant sur un webinaire qui est sur l'utilisation de la CRM ou GRC, hein, donc tout ce qui est outils de gestion de relations clients, voire aller jusqu'à un ERP, même si on est plutôt axé sur une cible là qui habituellement n'utilise pas ces outils, c'est-à-dire la TPE, PME, moins de 50 salariés. Voilà, on va avoir un outil qui est adapté à ce type d'entreprise et qui vous permet quand même de suivre vos clients et un petit peu d'optimiser toute votre relation client. Voilà. Donc, on a récupéré des questions de la dernière fois. Rémi a travaillé sur les questions qui sont le plus fréquemment posées sur comment optimiser son Instagram en termes de photos, en termes de storytelling, en termes, on voit un tout petit peu de publicité, etc. Les bonnes pratiques pour essayer vraiment de booster un petit peu votre Instagram. Voilà, donc je vais laisser la place à Rémi et je vous retrouve à la fin. Rémi. On respecte pas trop le geste barrière en se passant le micro. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez le diapo? Non, là pas encore. Voilà, quand je maîtrise pas ton outil, on a toujours besoin d'un Pierre-Étienne dans sa vie. Bon, pendant que Pierre-Étienne finit de nous mettre en place, déjà merci à ceux qui étaient présents la semaine dernière. J'ai cru comprendre que ça s'était bien passé pour vous aussi. C'était mon premier webinaire, donc aujourd'hui c'est mon deuxième. On est encore en famille CCI. Peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, auprès desquels je vais devoir me présenter. Donc je m'appelle Rémi, ça Pierre-Étienne vous l'a dit. Je travaille à l'agence Anouk Deke Communication depuis maintenant 7 ans, je crois. Et je m'occupe des réseaux sociaux de l'agence, de nos clients surtout. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. On fait de la formation, on intervient aussi dans des écoles et l'agence a d'autres compétences qui vont au-delà des réseaux sociaux. Je vous répète aussi pour ceux qui étaient là la dernière fois, les réseaux sociaux sont un outil de communication pour faire passer vos messages auprès d'une cible que vous connaissez ou que vous avez étudiée. Donc aller sur les réseaux sociaux, oui, ça peut être utile, mais dans le cadre d'une stratégie de communication, pas juste pour y aller. Alors, non, il marche pas ton... Si, c'est bon. Au programme, donc on va travailler en deux temps. D'abord, voilà, j'ai préparé des petites réponses à des questions qui nous sont fréquemment posées et qui sont remontées dans
dans votre formulaire d'inscription. Et ensuite, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions qui vous viennent, à les poser soit si vous êtes avec nous dans Zoom ou sur le live Facebook, pour que Pierre-Étienne puisse me couper la parole et me faire part de vos questionnements. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des interrogations. J'essaierai de vous répondre avec la plus grande des franchises. Si je suis pas compétent pour vous répondre, je vous dirai que je n'ai pas la compétence. Et voilà, j'essaierai de vous répondre par rapport à ce que je peux penser, mais tout dépend après de, voilà, de vos cas, de vos contraintes. J'ai pas le nez dans vos dossiers, donc je me rends pas forcément compte de tous ces éléments. La première des questions qu'on nous pose souvent, c'est peut-être une que vous vous posez et autant dès qu'on aura fini de répondre à celle-ci, autant vous allez tous vous déconnecter de ce Zoom. Euh, c'est ce qui vous importe le plus en général, c'est est-ce que je vais pouvoir vendre sur Instagram? Je m'auto-coupe la parole. Le diapo vous sera envoyé par Pierre-Étienne comme la dernière fois. S'il ne l'a pas fait, appelez-le pour lui taper sur les doigts. Mais vous, voilà, vous aurez le diapo si vous avez envie de réviser ou autre. Donc, est-ce que je vais vendre sur Instagram? Je ne veux pas vous dire non, mais je ne peux pas vous dire oui. Je ne viens pas de Normandie, je viens du Lot, hein, mais en fait, tout dépend de votre secteur d'activité. Il y a des choses qui se prêtent plus facilement à de l'Instagram que d'autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que vous considériez l'animation de vos réseaux sociaux comme avec des objectifs de gain de visibilité et de notoriété. Si vous allez sur Instagram en vous disant je vais là pour vendre, vous allez animer du coup cette plateforme d'une façon trop commerciale peut-être, et les gens vont le ressentir. Et en fait, un utilisateur d'un réseau social, on l'a vu la semaine dernière aussi, va sur les réseaux pour découvrir des choses, pour s'inspirer, pour partager lui ses découvertes, ses coups de cœur et ce qu'il aime, et pour en découvrir d'autres via d'autres personnes ou via d'autres entreprises qu'il va suivre. Donc il n'est peut-être pas en phase où il a envie d'acheter quelque chose, mais il est peut-être ouvert à une découverte. Donc si votre message arrive sur son fil d'actualité, ce qui n'est pas encore garanti, hein, mais si vous arrivez à ce que quelqu'un voit votre message, si votre démarche est trop commerciale, ça va se ressentir via la photo. Si vous faites par exemple un visuel avec écrit solde, par exemple, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je vous invite plutôt à de la sobriété et à de l'image. Instagram est un réseau d'images. Plus vous travaillez sur des contenus visuels, plus vous pourrez espérer avoir de l'impact. Donc ça, c'est pour le contenu. Essayez du coup d'avoir des contenus qui soient très visuels, plus que des contenus qui soient trop commerciaux. Ensuite, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on insiste tout le temps à l'agence. Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement une plateforme de diffusion de vos contenus. Ce sont des zones d'échange et vous allez pouvoir créer des liens avec des personnes uniquement si vous interagissez avec eux. Interagir, ça veut dire répondre à ceux qui vous posent des questions et vous-même agir comme un Instagrammeur, un utilisateur du réseau, en allant aimer des contenus, en allant commenter des contenus, en allant suivre des nouvelles personnes. Si vous ne faites pas ça, si vous n'animez pas la plateforme d'une façon sociale, vous ne faites que la moitié du travail. Ensuite, il y a des gens pour qui il va être plus facilement possible de vendre directement via Instagram. Il existe un paramétrage qui s'appelle Instagram Shopping, où vous pouvez directement sur vos propres photos taguer un produit à vendre. Et là, je viens de dire un mot important, je viens de dire le mot produit. Ça ne marche que si vous vendez des produits. Si vous vendez du service, impossible de taguer votre service sur une photo. Concrètement, vous allez arriver sur Instagram, sur la photo, il y aura un petit point blanc, vous allez cliquer dessus et hop, ça vous affichera le prix du produit, vous pourrez directement l'acheter en ligne. Ce paramétrage-là passe par une boutique Facebook. Vous le savez, Instagram appartient à Facebook. Donc, ils ont paramétré tout ça pour grossir l'impact commun des deux plateformes. Ça nécessitera des fiches produits. Ça nécessitera de communiquer un prix. Je vous conseille de ne pas les changer trop souvent, sinon ça va devenir très compliqué. Typiquement, si vous vendez des vêtements, c'est très facile. Si vous vendez
des objets de décoration, c'est très facile. Par exemple, on voit très souvent, je ne sais pas si vous vous intéressez à des marques de vêtements, mais très souvent vous avez la photo d'un mannequin ou d'un modèle ou d'une personne quelconque qui va porter le produit, qui va montrer le produit comme il va être consommé quelque part. Ça aussi c'est important. Ne vous contentez pas de montrer vos produits tels qu'ils sont. Montrez-les idéalement tels qu'ils seront consommés. C'est comme ça que vous pourrez susciter un maximum d'engouement auprès des personnes qui s'intéressent à vous. Donc typiquement, admettons que je suis en train de chercher un costume pour un événement festif. Je vais aller fouiller des marques, je vais aller chercher des contenus. Instagram, qui a un gros moteur d'analyse data, va voir que le petit Rémi il cherche des costumes. Eh ben, il va me proposer encore plus de publicité derrière par rapport à ça. Là, j'ai commencé à divaguer. Mais bon, je vais tomber sur un costume qui va me plaire, et puis hop, je vais voir la petite pastille blanche, je vais cliquer dessus, je vais voir un prix, il me plaît ou il me plaît pas, et en fonction de ça, je vais décider d'aller sur le site ou d'abandonner ma consultation de la plateforme. Donc si je résume cette diapo, est-ce que je vais vendre sur Instagram ou pas? Il n'y a pas de réponse vraie pour tout le monde. En tout cas, vous allez pouvoir valoriser votre entreprise, votre expertise et ce que vous faites avec du visuel en vous mettant en tête que vous voulez gagner en visibilité et en notoriété. Ça peut déclencher des ventes, mais moi je ne vous conseille pas de vous dire je vais sur Instagram parce que je vais vendre. Alors après voilà, il y a des contre-exemples, hein. Il y a des gens pour qui enfin, ça sera de suite vrai, oui sur Instagram je peux vendre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je préfère être un peu plus mitigé sur ma réponse. Et surtout, gardez en tête que plus vous montrez votre produit et votre service tel qu'il sera consommé par la personne, plus la personne pourra se projeter dans un acte d'achat. Donc si je suis un barbier par exemple, ben, je vais essayer de montrer des découpes de barbe, montrer un client content. Je ne vais pas montrer forcément une fiche produit. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de vous dire. Donc voilà pour la première question qui est très souvent posée. Je vais y arriver, hein, à aller dans l'ordre. Ok. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ok. La deuxième question qu'on nous pose tout le temps, et c'est normal, surtout si vous êtes vous-même chef d'entreprise. Combien de temps ça va me prendre d'animer tout ça, mon petit Rémi? Ben, Instagram, ça prend du temps. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que mon métier est un métier qui ne prend pas de temps. Et du coup, ma patronne se demanderait pourquoi elle me paye. Et les clients aussi se demanderaient pourquoi ils nous payent. Donc forcément, allez sur Instagram si vous avez des objectifs de visibilité, de notoriété ou de vente, ça vous prendra du temps. Ce temps, il va dépendre de plein de choses, mais il va falloir compter déjà le temps d'analyse. Il y a du temps en amont que je voulais vous rappeler aujourd'hui. Déjà, il va falloir déterminer vos objectifs de communication. Il va falloir analyser ce que peut faire la concurrence. Il va falloir vous analyser vous-même quelles sont vos forces, quelles sont vos possibilités de différenciation, comment en fait vous allez pouvoir faire votre place sur ce réseau. Ensuite, ceux qui étaient la semaine dernière, on a parlé de planning éditoriaux. Un planning éditorial, c'est la répartition de vos messages sur une période donnée. En général, on essaie de travailler de façon mensuelle. Il y a peut-être des gens qui travaillent de façon hebdomadaire. Ce qu'il faut en tout cas, c'est ne pas travailler au jour le jour et vous dire mince, aujourd'hui, il faut que j'aille sur Instagram, qu'est-ce que je vais pouvoir publier? Ça, c'est vraiment l'antithèse d'une stratégie efficace sur Instagram. Il faut absolument que vos contenus soient anticipés, préparés et cohérents par rapport à une ligne éditoriale et des objectifs de communication. Donc, ce planning éditorial, ça prend du temps. Vous allez du coup choisir les images, choisir le média associé, vous allez définir les hashtags qui vont bien. Tout ça, c'est du temps qu'il va falloir anticiper. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, quand je prépare un planning éditorial mensuel pour un client que je connais, pas un nouveau client, pour un client que je connais et que je maîtrise dans le temps, ça me prend 2 à 3 heures pour préparer un planning costaud. Un nouveau client, quelqu'un qui va arriver, le temps de me plonger dans le dossier, de comprendre un peu la ligne éditoriale, ça va me prendre plutôt 4 à 5 heures. Et ensuite, j'ai un temps d'aller-retour avec lui pour qu'il valide les contenus,
qui soient OK avec ce qui est dit, qui me disent non, attention, ce mot-là, il faut pas l'utiliser, on communique avec ce mot-là plutôt. Donc vous voyez comment le temps peut vite devenir encore plus long que juste poster une photo sur Instagram. Le temps que souvent on oublie et que certains clients oublient aussi, c'est le temps de prise d'image, de retouche de ces photos s'il en faut, et d'optimisation si je veux la retoucher un petit peu plus et l'adapter à Instagram. Juste après, je vous parlerai des formats Instagram, promis. Donc ce temps-là de photos, pareil, il va dépendre de ce que vous voulez dire. Si c'est juste un produit à prendre en photo, la photo peut être rapide, mais si c'est une photo dans une ambiance, une photo du produit dans son ambiance, si c'est une photo où on essaie, comme je vous disais juste avant, de plonger l'utilisateur dans une prospection d'achat. Voilà, donc pareil, j'ai pas de réponse précise sur le temps que va vous prendre le fait de prendre, retoucher et publier une photo. Mais considérez-le ce temps-là aussi. Plus vos médias seront travaillés, plus votre compte Instagram sera joli. N'oubliez pas qu'on vend de l'image sur Instagram. Donc il faut des choses belles, esthétiques et surtout faciles à comprendre. Donc voilà, plus vous travaillez ça, meilleurs seront vos résultats. Il y a ensuite le temps de la publication. Le temps de la publication, c'est le temps où vous allez choisir à quelle heure vous allez poster votre photo aussi. Euh, donc la publication, c'est soit un post ou une story. Il y a aussi le temps story, ne pensez pas qu'aux publications. Et cette publication doit être suivie par des interactions. Essayez autant que possible d'être actif dès que vous avez publié une photo. Comme ça, il y a des gens, voilà, vous allez liker des contenus de personnes qui verront, tiens, il y a Cécile31 qui vient de liker mes contenus, qu'est-ce qu'il y a chez eux en ce moment? Oh, il y a une nouvelle photo. Peut-être que ça va inciter les gens à interagir avec vous. Donc Instagram peut être très vite chronophage. Moi, j'y passe, alors déjà à titre personnel, j'y passe du temps dans mon temps libre, mais j'y passe aussi du temps dans mon temps de travail. Et là, je ne vous ai pas non plus parlé du temps d'analyse des résultats. Donc tout ça pour vous expliquer que community manager, c'est un vrai métier. Euh, il est possible de le garder en interne. Vous pouvez vous-même vous en occuper, mais il faudra être capable de dégager du temps. Il faudra être capable d'avoir à minima 15 à 20 minutes par jour pour faire quelques likes. Euh, on vous conseillera d'ailleurs, c'est l'objet de ce qui est écrit en gras tout en bas de cette jolie diapo. Plutôt que de mettre 2 heures une fois toutes les 3 semaines, on vous conseillera plutôt d'essayer d'avoir 15 minutes par jour. Et ça, c'est un minimum syndical, si j'ai le droit de dire ça. Euh, il vaut mieux être présent un petit peu tous les jours que une fois en mode coup de poing et puis après disparaître des réseaux. C'est la pire des idées de faire ça. Il y a une question apparemment. Il faut que je les répète, Pierre-Étienne, les questions ou les gens t'entendent? Ok. J'ai pas la réponse exacte à cette question de suite, mais j'imagine qu'il y a des métriques qui existent avec l'Instagram Business pour le mettre en place. Je vous dirais une bêtise si vous garantissez que c'était oui, mais je pressens que c'est possible. En général, Instagram et tous les réseaux sociaux et Google aussi et tous les autres essaient de faire en sorte d'avoir des métriques en tout cas de visibilité, de taux de clic par exemple. Généralement, en fait, ça va finir par vous amener vers la plateforme d'achat de votre site web. Et donc, via votre Google Analytics, vous pouvez aussi savoir d'où viennent les gens. Je sais pas si j'ai le droit de citer Google Analytics, mais je l'ai fait déjà 3 fois, je crois, donc ça aurait été trop tard. Ok, pardon. Alors la question est, est-ce qu'on peut gagner des abonnés si on ne passe pas du temps à interagir avec des abonnés? Oui, c'est possible en faisant de l'achat d'espace ou en étant très connu. Donc il y a 3 possibilités en gros pour créer de l'audience sur Instagram. Un, être très très connu et les gens ont besoin de vous et vous cherchent. Ça c'est génial, ça c'est l'idéal. Deux, faire de la publicité. Je sens que je vais avoir 20 000 questions sur la publicité alors que c'est loin d'être ma spécialité. Et trois, passer du temps à interagir, à aimer des contenus, répondre aux gens, à les commenter soi-même des choses.
Donc après, c'est à vous de mettre le curseur par rapport à tout ça, entre le temps et l'argent que vous pouvez dégager par rapport à tout ça. On peut penser qu'Instagram peut être gratuit, puisqu'on peut poster des photos sans rien payer, entre guillemets, mais le temps que vous, chef d'entreprise, y passez, ça coûte. Donc c'est à vous aussi de mesurer ça. Et puis c'est pas forcément vous qui... Alors après, ça dépend des tailles des structures, mais on aura aussi... vous verrez, on va détailler une question sur le rôle d'un stagiaire, une question qu'on me pose très fréquemment. J'ai répondu aux questions? Ouais, ok. Alors la question est, donc je la répète, j'ai l'impression d'être un perroquet. Est-ce que on peut valoriser ses services, enfin valoriser ce qu'on fait sur Instagram si on est une société de service? Euh, Ça dépend ce que vous faites comme service. Je vais vous répondre que si vos services sont montrables, visuellement montrables, oui. Si votre service c'est je sais pas comment je cherche un contre-exemple, mais si votre service c'est des stations de lavage de voitures, par exemple, et encore même on pourrait, tout dépend du service en fait. Mais il faut que vous ayez des contenus montrables et que votre contenu soit pas redondant au bout de 3 semaines. Parce que si vous finissez par montrer les mêmes choses au bout de 3 semaines, votre histoire dans le temps, votre storytelling, il sera vite fini en fait. Donc essayez d'avoir des histoires qui puissent tenir sur la longueur avec un minimum de publications par semaine. Le rythme, c'est quelque chose auquel j'ai pas encore répondu. En général, 2 publications semaine, c'est le minimum pour être efficace. Là, je parle des publications, je ne considère même pas les stories. Voilà. Voilà pour la troisième question pour l'instant. Et on n'en a pas d'autres pour Là, l'instant. je t'entends maintenant, ça y est. Ok. Mais n'hésitez pas en tout cas à continuer à interagir avec nous, ça montre que ce qu'on dit est intéressant et que... Ah, il y a une autre question apparemment. Peut-on utiliser le même contenu pour les posts et les stories ou faut-il prévoir des contenus différents? Alors, plusieurs choses là-dedans. Déjà, le format sera différent. Est-ce que je peux répondre à cette question juste après? J'aurai une diapo sur les formats. Et si j'oublie la question, Pierre-Étienne, tu me le rappelles. Mais je réponds à ça dans quelques instants. Voilà. Allez, j'avance un petit peu et peut-être que ça vous fera naître d'autres questions. Ok. Ça, c'est la question qu'on pose souvent. Enfin, les questions. Quel type de photos publier et comment les faire? Bon, il y a plusieurs idées visuelles, hein, des photos de vos produits, de vos équipes, de vos locaux, de l'environnement de votre entreprise, d'événements dans lesquels vous vous rendez peut-être. Ce qu'il faut en tout cas, je ne pensais pas, mais je l'ai déjà dit, il faut des médias visuels, donc une image euh, facilement compréhensible. Je vous dis ça souvent parce que une image très belle mais pas facilement compréhensible, les gens vont pas s'arrêter dessus. Euh, Si je regarde Instagram comme ça, en fait, l'utilisateur Instagram, il fait ça. Il va passer son temps à scroller, à descendre comme ça. Donc, s'il ne comprend pas une image, il va pas s'attarder sur le texte. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent des images facilement compréhensibles. Si je tombe sur ça, un sunset, on comprend de suite, on aime les couleurs, et c'est presque pavlovien. Hop, on voit une belle chose, on va aimer ce qu'on voit. Si je tombe sur, je chercher autre chose qui pourrait coller. Vous voyez ça, par exemple, je tombe dessus, hop, c'est une image qui est un peu plus composée. Ça demande plus de temps de compréhension pour aller l'analyser, comprendre, ah oui, ok, c'est des jolies photos de voyage. Donc voilà, il faut que l'image soit facile à comprendre pour que l'internaute, l'instagrammeur, se dise, ah, c'est joli ça correspond à ce que j'ai envie de voir. Il y a ce côté voilà un peu instinctif, je vais pouvoir aimer cette chose, ça va m'intéresser. Ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est sur la double diffusion de vos photos. Vos posts ou photos apparaissent sur 2 endroits. Le fil d'actualité, donc ce que j'ai scrollé, vous avez vu comme ça, là, la maison Instagram, la page d'accueil, et elles arrivent aussi sur votre homepage, sur votre portfolio. Vous pouvez travailler un feed personnel, donc votre portfolio, votre profil, qui soit cohérent et qui soit visuellement travaillé. Attention, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien avoir
un compte Instagram qui soit une succession de photos qui ne se répondent pas l'une à l'autre. Et je vais vous dérouler plusieurs possibilités de portfolio. Vous avez par exemple les portfolios colorés qui travaillent avec un seul type de couleur. Je vous avais montré la semaine dernière la maison de la violette, où on a toujours un tout petit peu de violet quelque part. Là, je vous montre un compte qui est tout rose. Bon, alors là, je suis sur des extrêmes de couleurs, hein, le violet, le rose. Et puis, comme on est à Toulouse, on aime bien, dans le département, on aime bien ces couleurs-là, violet ou rose. Mais ça marche très bien avec des tons beige, avec des tons, voilà, tout dépend de la nature du produit et est-ce que votre entreprise se prête à ce genre de gamme de photos. Vous avez aussi des gens qui travaillent un portfolio découpé, où chaque image est un peu comme un puzzle, ou un puzzle, je ne sais jamais comment il faut dire ce mot-là, est une partie d'une composition. Attention, ceci, sur votre profil, c'est très joli. Par contre, sur le fil Instagram global, les gens vont voir arriver des bouts de photos sans forcément comprendre. À moins d'être dans le graphisme ou dans la création, dans le design ou ce genre de métier-là, je ne vous conseillerais pas de travailler ce genre de choses. Après, voilà, encore une fois, tout dépend de ce que vous avez à vendre ou à montrer. On a vu beaucoup de gens, il y a une époque, là c'était la mode, qui avait par exemple une belle photo d'une chambre d'hôtel, il y a peut-être des hôteliers qui nous suivent par rapport à la semaine dernière, et puis qui s'amusaient à la décomposer via un site tierce pour dire voilà, je vais faire un joli compte Instagram. Quand on va sur votre profil, c'est très joli, mais par contre, voilà, vous avez des bouts de photos qui arrivent au milieu d'autres photos qui n'ont rien à voir avec ça, dans le fil d'actualité Instagram. Donc ça peut très vite créer des contenus qui ne sont pas voués à être aimés. Donc si vous travaillez, même j'imagine un étudiant qui veut créer un CV sur Instagram, ça peut être quelque chose d'intéressant. Par contre, je vous ne le conseille pas si vous utilisez Instagram dans une démarche d'échange et de commentaires avec d'autres comptes. C'est assez clair ce que je viens de vous dire, ça me paraissait un peu plus compliqué. Ok. Il y a ensuite quelque chose que moi j'aime bien proposer, après ça dépend si ça s'y prête ou pas, c'est un portfolio en damier. Alors là, vous le voyez, le premier compte, il y a une petite phrase, une photo de chat. Le deuxième, c'est un produit, un mot-clé. Le troisième, on est sur un damier fond blanc, un damier fond rose. Rose, j'ai pris un accent bizarre. Mais vous voyez que sur la toute dernière photo, ici, je sais pas si on voit la souris quand je bouge, vous voyez là, il vient de se rater le monsieur là ou la madame sur son compte. Il avait blanc, rose, hop, il s'est trompé, il a mis du rose. Donc on a très vite fait de se tromper quoi. Donc ça, c'est pas forcément texte-image. Ça peut être un type de photo, un autre type de photo. Ça peut être une photo de vos produits ou services, une photo d'un client qui utilise, je sais pas, peu importe. Mais vous voyez comment on peut créer un effet visuel assez intéressant et du coup ramener l'œil vers le produit à chaque fois. Quand on regarde ce genre de fil, bon là on tombe de suite sur le chat à chaque fois. Ici on est happé par chaque produit, chaque mise en scène. Ça c'est quelque chose qui est très souvent mis en pratique. Ça marche très bien, ça demande pas trop d'efforts entre guillemets, si ce n'est d'anticiper les contenus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les triptyques. Instagram, pour l'instant, travaille sur une visualisation du feed en 3 colonnes. Vous avez des gens qui, du coup, travaillent sur 3 colonnes. Donc là, on a un petit truc visuel, un joli portrait, et ce que j'imagine, une citation. Vous avez vu comme c'est joli, on dirait un site web, c'est magnifique, c'est des beaux cadres partout. J'imagine que suivant les contenus, ces photos-là ont beaucoup plus de likes et de commentaires que celle-ci et celle-ci. Tout dépend après, encore une fois, de votre domaine d'activité. Ça se prêtera pas à tout, par exemple. Mais imaginez que vous êtes dans le tourisme, vous pourriez imaginer, je sais pas, une image, un symbole toulousain, une photo de Toulouse et une photo de votre hôtel ou de votre lieu de... Je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Donc ça, c'est une autre façon d'imaginer un feed Instagram travaillé, optimisé. Dans l'autre sens, on peut faire un triptyque, pardon, pas vertical, mais horizontal, je me suis trompé ici, horizontal, où vous avez les photos sont travaillées 3 par 3. Dubaï, des photos de Dubaï, hop, Abu Dhabi, d'autres photos. Donc là, les photos sont proposées 3 par 3. On a du Paris, et puis ça peut être 6 par 6. On peut annoncer une destination, enfin peu importe. Mais vous pourriez avoir, je sais pas, mon équipe, hop, on propose 3 portraits de l'équipe.
Nos produits, hop, 3 photos des produits. Nos clients, hop, 3 photos clients qui utilisent. Vous allez très vite revenir aussi sur des gimmicks. Dans le monde musical, on appelle ça, c'est des choses qui reviennent. Faites attention à ne pas trop tourner en rond sur des mêmes contenus. Essayez d'avoir des choses qui soient un peu différenciantes. Essayez, je vous le disais tout à l'heure, mais essayez d'imaginer votre histoire de façon globale et comment je la fais tenir dans le temps et comment aussi je m'inscris dans l'agenda. On parlait de tourisme, comment est-ce que j'anticipe le fait qu'on aura une fête à tel moment, qu'on aura, sans pour autant faire un post avec écrit fête des mères, consommée chez nous. Pas forcément. Moi, je vous déconseille vraiment de mettre des posts avec trop de visuels. Parce que dans la tête de l'Instagrammeur qui va voir ça, ça fera le même effet qu'un flyer qui va voir quand il n'a pas envie de le voir. Il tombe sur un truc, il n'a pas envie de le voir et ça peut créer l'effet inverse qu'attendu. Je ne vous ai pas dit de ne jamais faire de post visuel, hein. J'ai pas dit ça. De post, pardon, avec un texte. Mais d'usage, les gens préfèrent des photos, des visuels, plutôt que des choses commerciales avec un message publicitaire ou promotionnel. Donc un triptyque horizontal. Excusez-moi pour le... Ok, donc tous ces exemples de portfolio nécessitent que vous anticipiez vos contenus. Et même si vous ne faites pas un portfolio, je vous propose d'anticiper vos contenus. Plus vous anticipez, plus ça sera agréable pour vous. Vous allez vous évacuer un peu de stress. Alors sur le coup, vous allez penser perdre 1 heure ou 2 à savoir ce que vous allez raconter. Mais je vous assure que sur le mois, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et surtout, vous pourrez aussi vous rendre compte, tiens, sur ce mois de juillet, j'avais pas pensé à anticiper que telle date à telle date, on va avoir telle offre, ou on va fermer telle date à telle date, ou on sait que ce produit-là ou ce service-là est mieux vendu à telle période. Donc Instagram doit aussi être une réalité éditoriale et de calendrier par rapport à votre propre agenda. Ce n'est pas une activité totalement en marge de ce que vous faites. Ça doit faire résonner votre propre rythme. Je vais pouvoir répondre ici à... Je vais pouvoir ici... Laissez-moi juste finir cette diapo s'il vous plaît. Et après on fait une petite pause question si vous voulez. Dans la rubrique, dans la famille quel type de photos publier, il y a aussi le format. Instagram est né sur un format de photo carré. Ok. Pendant très longtemps, toutes les photos étaient recentrées obligatoirement en carré par Instagram. Et on ne pouvait rien faire de plus. Ils se sont assouplis sur les contraintes. Ils nous proposent, dans le format portrait, d'aller jusqu'au 4/5e. Ok. Je vous ai mis l'équivalent pixel pour ceux qui aiment les pixels. Et on a aussi un équivalent maximum en paysage, avec un format assez bâtard que seul Instagram utilise, ou un format plutôt vidéo. Donc voilà, vous pouvez utiliser ces formats-là. Pour ce qui est de la story, on est sur un format 16/9 vertical. Je me trompe toujours entre horizontal et vertical, du coup il faut que je me concentre. Donc la story, format téléphone en fait. Hein. Attention, on n'a pas tous les mêmes tailles de téléphone. Donc suivant quelle personne va lire votre story, il se peut que les bords soient un petit peu mangés, un petit peu rognés. Donc, faites en sorte, si vous ajoutez du texte sur votre story, qu'il n'y ait rien qui soit trop proche des bords. Ok? Que ce soit les bords en haut ou en bas ou sur les côtés. Tous les coins, en fait, tous les recoins. Donc, si je résume, sur un post Instagram, on peut poster un carré, on peut poster un 4/5e format vertical ou un format 1080 par 608 format horizontal. Je vous conseille autant que possible d'utiliser et de favoriser le format 4/5e. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dans le feed Instagram, cette photo qui est en 4/5e, elle va prendre beaucoup plus de place et les gens auront plus de temps pour la regarder. Alors que si j'arrive sur un format carré, je vais pas en avoir, j'ai que des 4/5e ici. À chaque fois c'est comme ça, on va vous montrer un contre-exemple, il n'y en a pas. Alors moi j'ai un Instagram qui est noir parce que je préfère l'avoir en noir pour avoir moins mal. Voilà, vous voyez par exemple, là je suis une photo horizontale,
elle laisse apparaître la photo d'après. Alors c'est très bien hein, pour l'utilisateur, mais si on veut valoriser sa photo, autant prendre le plus de place possible. Donc moi je vous conseille de favoriser le format 4/5e. Attention, c'est pas une obligation de ne rester que sur le format 4/5e. Vous pouvez aussi travailler avec un contour blanc qui entoure votre photo. C'est quelque chose qui existe aussi. Vous, votre Instagram autour, ça sera blanc. Hein. Moi, je l'ai en noir parce que on veut jamais faire comme les autres. On veut toujours se différencier un petit peu. Et je trouve que personnellement, on voit mieux les photos sur un fond noir. Donc ça me facilite et ça me repose l'œil aussi. Je trouve le blanc très vite fatigant pour l'œil. Et puis comme j'y passe des heures par jour. Autre spécificité, vous pouvez sur une même publication diffuser jusqu'à 10 photos. 10, c'est le nombre maximum. J'essaie de vous montrer un format carrousel, c'est le nom de ce format-là. Où c'est que j'en ai un? Je vais pas en avoir un seul non plus. Bon, là, j'en ai que 2. C'est une photo de concert. Si je me décale, voilà, j'ai une autre photo. Ici, vous voyez, sur une deuxième photo, j'ai pu me permettre de mettre un format un peu plus publicitaire. C'est une idée. Je vous cherche un autre format avec 10 photos, s'il en est quelque part. Ça va encore être de la musique, je pense. Voilà, ici, j'ai 3 photos. J'en ai une. Ah, je suis à l'envers. 2 et 3. Petite contrainte technique, si vous mettez plus d'une photo, la photo 2, 3, 4, 5, 6, etc. prendront obligatoirement le format de la photo 1. Si votre photo 1 est carrée, Instagram va cropper les photos 2 à 10, format carré. Si votre photo 1 est 4/5e, toutes les autres seront aussi en format 4/5e. Ça, c'est important à anticiper quand vous allez vouloir publier plusieurs contenus. Utiliser un portfolio va pouvoir vous permettre de mettre plusieurs images qui sont liées ensemble sur un même post. C'est pas indispensable, mais vous pouvez le faire. Le format vidéo, si vous postez une vidéo sur Instagram, c'est un minimum de 15 secondes et un maximum d'1 minute. Si vous dépassez la minute, vous pouvez faire peut-être un carrousel de vidéos. Votre vidéo sera coupée à 1 minute, elle va reprendre ensuite. Mais la personne devra faire le petit swipe latéral pour aller voir la suite. Je ne sais pas si c'est trop technique ou si ça vous intéresse, mais c'était le moment de le raconter. Donc le format, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le format. Initialement, c'était que des photos, maintenant vous pouvez aussi mettre des vidéos. Initialement, que du carré. Maintenant, vous pouvez mettre et du 4/5e et du 1080 par 608px. Et vous pouvez mettre jusqu'à 10 photos dans un carrousel. On fait une petite pause question, je crois. Il y a peut-être plusieurs questions qui sont arrivées. Il y en a plein. Vous êtes très actif du coup aujourd'hui. Là, on est sur le cœur du produit. Là. Peut-on utiliser le même contenu? Donc ça, on l'avait évoqué tout à l'heure. Pour les posts et les stories, faut-il prévoir des contenus différents? Ça enfin, j'ai pas de réponse parfaite à ça. Moi, vous verrez une autre diapo où je vous parle aussi de Instagram et des autres réseaux. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas. Est-ce que Pierre-Étienne, tu peux couper ton micro? Il y a un écho. J'aurais tendance à vous conseiller d'avoir des contenus différents. Après, la story peut aussi faire un écho à votre photo ou à votre contenu. Vous pouvez aussi choisir d'avoir les mêmes contenus mais à des dates différentes. En tout cas, par la forme par le format entre le 16/9e story et l'un de ces trois que vous aurez choisi pour le post, par la forme déjà le contenu va être différent. En général, la story c'est plutôt ce qui va se passer dans vos coulisses, dans votre quotidien. Quand le compte Instagram, ça sera vraiment une communication travaillée, optimisée. Je vous dis pas que les stories ne doivent pas être optimisées, travaillées, mais elles sont en tout cas un peu plus spontanées. Typiquement, des stories qui vont se faire parce qu'il se passe un truc sur le moment, c'est facile à faire et c'est rapide. Alors qu'un post Instagram, en général, si vous travaillez votre feed et que vous travaillez une communication durable, ça sera moins travaillé. Autre chose aussi, en général, une publication story ne dure que 24 heures, alors qu'une publication dans un feed d'actualité va rester durablement dans le temps. Donc par cette nature-là d'informations chaudes ou froides, ou
plutôt courte ou longue durée, votre contenu il est forcément différent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là aussi. Donc voilà, donc de base, je vous dirais plutôt non, pas les mêmes formats. Mais ça peut s'avérer utile d'avoir des choses qui se répètent pour marteler un message. Alors, certaines personnes postent une story pour annoncer qu'ils viennent de poster une nouvelle photo. Est-ce utile? C'est utile, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs Instagram qui ne vont plus trop dans les fils d'actualité et qui ne consultent que les stories. Donc du coup, c'est un peu dire à ces gens, hey, Pierre-Étienne, regarde, je viens de publier une photo, peut-être qu'elle peut t'intéresser. Après, il faut pas que vos stories, ça ne devienne que ça. Sinon, ça en retombe sur une utilisation un peu commerciale des stories qui reviendrait à dire ok, tu me regardes en story, mais viens voir mes posts. Mais de temps en temps, vous pouvez le faire. À titre personnel, je le fais tout le temps. Avec l'agence, on le fait aussi fréquemment. Ça peut être aussi l'occasion de donner une deuxième vie au visuel. Je m'explique. Votre photo aura normalement un pic de like à sa publication. Si vous avez une story qui est visible, la diffusion de la story peut ramener les gens sur un deuxième moment fort d'interaction. Et vous pouvez aussi, admettons qu'il y a un an, à la même date, vous avez publié une offre intéressante sur votre compte. Vous pouvez partager une photo voilà, vous pouvez repartager par exemple dans la story aujourd'hui la photo du 7 juillet, je vais dire, je sais pas, 2017. Ah ouais, à cette époque-là, on vendait tel produit, il est de retour dans notre catalogue. Vous voyez, ça peut aussi être l'occasion de redonner vie à un produit récent. Attention, j'ai un compte récemment créé pour lequel mes propres publications du compte, je ne peux pas les diffuser en story. Donc il se peut qu'Instagram à terme supprime cette fonctionnalité. Je n'ai pas la preuve de ce que je vous raconte, si ce n'est le compte que j'anime, où je n'ai pas la possibilité de diffuser en story les publications faites sur ce compte. Et je vous ai dit aussi la semaine dernière que Instagram donnait de plus en plus de place aux stories. Donc vous qui suivez ce webinaire de la CCI 31, 31 oui, pas Toulouse, 31, la CCI Haute-Garonne, essayez en tout cas, quand vous faites vos plannings éditoriaux, de considérer le format story. Ne vous dites pas les stories c'est pour les jeunes qui vont sur Instagram, il n'y a qu'eux qui vont le faire là. Non, non, il faut vraiment vous dire que de plus en plus d'Instagrammeurs vont sur la plateforme quasiment exclusivement pour les stories. On a d'autres questions? Alors, on a 3 questions qui sont sur la partie damier. Hein. Ok. La première, c'est est-ce vraiment utile de faire un montage de 6 ou 9 photos pour que la grille du profil soit sympa? Pas forcément jusqu'à 9 photos pour vous répondre. La grille que je vous ai montrée, c'est peut-être celle qui est un peu touristique avec Dubaï et toutes ces choses-là. Ça peut être travaillé 3 par 3 de façon triptyque. Voilà, je pense que vous parlez de ça, madame ou monsieur. Donc non, c'est pas obligé d'aller jusqu'à 9. Vous pouvez rester à 3. D'accord. Pour le damier, on doit publier 3 fois en même temps pour que le rendu soit optimal tout de suite. C'est une très bonne question. Pas forcément. Et moi, je ne vous inciterai pas à tout publier d'un coup, sauf si c'est la même photo qui est décomposée. Si vous parlez de ça, il faudra faire en sorte qu'on puisse très vite comprendre le puzzle dans sa globalité. Mais si je reviens sur ça, par exemple, ou ça, chaque photo peut être publiée, j'ai dit n'importe quoi, un mardi, un jeudi, puis le lundi, puis le mercredi d'après. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Et je vous incite pas à le faire parce que si vous publiez trop d'un coup, les gens vont pas forcément aimer les 3 photos en fait. Ils vont peut-être en aimer qu'une. Donc du coup, chaque photo va perdre de sa puissance. De toute façon, sur n'importe quelle prise de communication, plus vous communiquez d'une façon rapprochée, plus chaque message cannibalise un peu les autres. Donc il faut laisser la vie à chacune des publications. Alors après, ce que je vous dis là, c'est de façon globale. Il y a peut-être des gens pour qui c'est mieux de publier le 3 d'un coup, hein, et pour lesquels ça sera plutôt plus intéressant de travailler comme ça. On,
vous propose plutôt de laisser la vie à chacun des contenus. Laissez-le vivre 1, 2, 3 jours si vous pouvez. Après, tout dépend, il y a des gens qui publient 2 photos par jour, qui ont beaucoup trop de contenu. Il faut en tout cas que votre cadence de publication soit régulière. Si vous décidez de communiquer une fois par jour, c'est une fois par jour. 2 fois par jour, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 10 fois par mois, mais créez-vous un rythme que vous êtes capable de garder et qui pourra être durable, pas que sur le mois d'été où vous réétudiez votre stratégie pour la rentrée, mais qui soit durable à minima sur une année. Alors, une petite remarque qui dit justement, le problème avec cette logique 3 images par 3, c'est que si on change d'habitude, on est obligé de mettre 3 photos de toute façon, sinon l'équilibre des images passées est cassé. Effectivement, madame ou monsieur, vous avez mis le doigt sur un point entre guillemets embêtant, c'est que si vous voulez arrêter cette stratégie ou en commencer une autre, visuellement, il y aura une cassure dans votre feed. La parade peut être de publier 3 photos toutes blanches pour montrer, hop, qu'il y a une fin dans un feed. Donc là, on est sur du détail de contenu, mais ça peut avoir son importance si votre fil personnel est important. Est-ce qu'il existe des applis qui permettent de gérer le planning éditorial? On change de thématique. Alors moi, j'ai une super appli qui s'appelle Excel. Je fais des tableaux Excel en fait où je me fais des tableaux, nom de la photo, thématique, texte, image. Euh, je travaille même, je vous ai dit Excel, mais je travaille avec un sheet que je partage avec les clients. Vous savez, Google Sheet de la suite Drive. Donc c'est un fichier qui est en ligne, que le client voit dès qu'il veut, ou que mon supérieur ou que l'équipe avec qui je travaille voit à tout moment. Après oui, il existe tout un tas d'outils, plus ou moins gratuits, ils sont plutôt payants en général. Mais honnêtement, si vous faites une grille très simple sur Excel, ça peut faire l'affaire. Les gens ont des repères dessus. Typiquement, j'ai ma ligne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En dessous, je mets le numéro du jour. Ensuite, je mets la thématique de la photo, la thématique du post, pardon, le numéro de la photo, un aperçu de l'image et le texte que je vais mettre. Tout simplement. Vous prenez pas plus la tête que ça par rapport à ça. Il existe aussi des applis qui vous permettent de visualiser la prochaine photo Instagram pour être sûr que ça colle avec votre. Mais là, c'est trop de détails pour pas grand chose. Déjà, si vous voyez votre petit fichier Excel joli ou Google Sheets joliment présenté, vous aurez un aperçu de ce à quoi ressemblera votre compte. Alors, on a beaucoup de questions, donc je pense que pour avancer, je vais t'en poser une dernière parce que tu viens de l'aborder, et Ok. après on traitera les autres, ne vous inquiétez pas. Comment on choisit le format 4/5e? Il ne me semble pas avoir l'option ou je ne la connais pas. Quand vous allez sur... Alors, je vais essayer de vous montrer ça via Instagram. En fait, quand vous allez sur Instagram, vous vous rappelez pour poster une photo, on clique sur le plus. Une fois que je suis sur le plus, je vais sélectionner ma photo. Admettons que je vais y poster cette photo. En bas à gauche, là, vous avez un onglet Size. Hop. Vous avez vu ou pas? Est-ce que toi, tu comprends en voyant? Ok, je vais essayer de me rapprocher, mais après, je ne vois pas ce que je vous fais. En bas à gauche de la photo, vous voyez, il y a un petit onglet ici, là, avec deux traits, là. Hop. Vous cliquez dessus et vous le mettez en carré ou en pas carré. Vous voyez? Ok, c'est ici que là, vous pouvez choisir que la photo soit en... Et après, si la photo, elle dépasse, si elle est plus grande que 4/5e, vous pouvez glisser pour choisir quel endroit va être cadré. Tout simplement. C'est dans Instagram, juste quand vous allez publier la photo. Moi, je vous incite, avant d'avoir vos photos au format 4/5e, je vous ai parlé la semaine dernière d'une application qui s'appelle Snapseed, Snappeed, Snapseed, qui vous permet de retoucher des photos, mais aussi de les recadrer, qui est totalement gratuite, qui appartient à Google. Je vous le précise, si jamais vous êtes un ennemi de Google, l'appli leur appartient, ils l'ont racheté. Donc voilà, il y a des applis qui permettent de recadrer les photos. Il y a peut-être même des téléphones qui vous proposent de le recadrer de suite. Mais voilà, vous pouvez... Et sinon, peut-être que vous connaissez Canva, un outil, un Photoshop pour les nuls. Vous pouvez créer un format 4/5e qui vous va bien. Vous y glissez votre photo ou votre image et vous l'adaptez à la forme qui va. Il y a plein de petites astuces de débrouille. L'idéal étant que votre photo, dès le départ, soit prise en 4/5e. On est bon?
Ok, on continue. Merci pour vos nombreuses questions, ça fait plaisir. Quel type de photos publier? Comment les faire? Vos photos peuvent être prises via votre super téléphone. Vous avez peut-être une coque plus jolie que la mienne d'ailleurs. Elles peuvent être prises avec un appareil photo, peu importe qu'il soit un réflexe ou un numérique ou autre. Ça peut être une création graphique. Attention à ne pas tomber dans le flyer, ok. Et ça peut être aussi des vidéos, maximum d'1 minute en post Instagram. Quoi qu'il en soit, il faudra que vous passiez par 2 sortes d'outils pour publier votre photo. Alors en réalité, il y en a 3. Soit directement via l'application, mais ça veut dire que votre photo est sur le téléphone. Soit vous passez par le Facebook Creator Studio, je vous le montre juste après. Soit vous passez par des applis de programmation tierces. Moi, je vous conseille, et je pense que vous allez adorer, le Facebook Creator Studio. Mais qu'est-ce que c'est? Le Facebook Creator Studio, c'est c'est ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est en gros une plateforme créée par Facebook qui est gratuite, ok, qui vous permet de gérer tous vos contenus Facebook et Instagram pour une ou pour plusieurs de vos pages, ok. Donc là, alors c'est pas interactif, hein, j'ai fait une impression écran, donc je suis désolé, je peux pas vous le montrer comme il faut. Là, en haut, je clique sur Instagram, j'arrive sur ce genre de choses. Ici, j'ai donc un historique de mes publications, récemment beaucoup de stories. Et je peux retrouver plein de choses. Si je clique sur bibliothèque de contenu, je vais trouver l'ensemble des contenus. Et en cliquant sur créer une publication, j'aurai la possibilité de créer un post Instagram ou un post IGTV. Laissez IGTV de côté, trop compliqué pour l'instant. Et là, vous pourrez du coup glisser votre photo, ajouter l'image, ajouter les hashtags associés, identifier des personnes. Gros avantage du Facebook Creator Studio, vous avez une visibilité sur ce que vous allez faire. Vous voyez voilà, les contenus, ils ont été programmés, ils sont validés, vous pouvez les remodifier avant la publication. Et du coup, vous avez une seule interface pour Facebook et Instagram. Attention, ça va vous demander un poil de paramétrage. Je sais qu'en général, vous n'aimez pas trop ça. Il faudra relier votre page Instagram à votre compte Facebook. Ça va être l'étape la plus complexe pour vous. C'est souvent compliqué, surtout si vous avez perdu un mail, si vous vous rappelez plus d'un mot de passe. Donc ça va peut-être vous hérisser quelques poils. Une fois que vous aurez passé cette étape un peu pénible, le Facebook Creator Studio désormais marche très bien. On a eu quelques au lancement, c'est pas très vieux le Facebook Creator Studio, ça a moins de 6 mois, même moins de 3 je crois, enfin c'est très 2020. Au lancement, il y a eu quelques petits bugs, des publications qui passaient pas forcément, donc nous on a eu quelques petits soucis qu'on n'a plus. Ça fait un bon mois, 2, où on n'a plus du tout de problème. Chaque publication arrive à l'heure qu'on a choisi, avec les mots qu'on a choisis, dans le format qu'on a choisi. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ça nous permet d'optimiser, parce que grâce à cet outil, on peut maintenant diffuser facilement sur Instagram sans être sur son téléphone. Chose qui n'était pas possible avant le Facebook Creator Studio. Il fallait forcément être sur le téléphone ou passer par des magouilles un peu techniques ou des sites tierces. C'était plus complexe. Notre vie est un peu moins complexe depuis qu'on a le Facebook Creator Studio. Voilà, il nous permet de diffuser. Par contre, il ne nous permet pas de poster des stories. Pas encore. Je pense que ça va bientôt arriver parce qu'ils sont assez malins sur Instagram en général. Après, les stories, je ne sais pas si vous utilisez encore, mais il y a plein de petits paramètres. On peut rajouter de la musique, on peut rajouter un sticker, un GIF, une date, une géoloc. Donc peut-être que c'est ça qui rend l'utilisation avec le Facebook Creator Studio plus complexe. Mais donc pour l'instant, on ne peut pas programmer une story via le Facebook Creator Studio, mais on peut programmer une publication et puis on peut programmer pendant des lustres, hein. Là, si je veux, je peux publier si j'ai le contenu jusqu'à la fin de l'année. Tant que je vous parle de programmation, chose très importante de community management, un contenu programmé n'est pas un contenu à oublier. Essayez de toujours être en phase avec ce qu'il se passe.
Je vous dis n'importe quoi, imaginez que je sois une société qui loue des voyages en montgolfière. Imaginez demain matin, il y a un gros accident en montgolfière dans le Tarn. Imaginez que j'ai prévu des publications pour valoriser le voyage en montgolfière, mais peut-être qu'on va les mettre de côté, on va supprimer ces publications, attendre que ce soit pas une période de drame entre guillemets, et reprendre petit à petit la parole. Voilà, essayez de ne pas vous déconnecter de la réalité et ne vous dites pas c'est bon, c'est programmé, je m'occupe plus de cette publication. Pareil, imaginez que vous programmez quelque chose qui valorise, je dis n'importe quoi, mais vous vendez quelque chose via votre site internet, vous valorisez le fait d'aller sur votre site pour acheter tel ou tel produit ou service, et paf, vous avez depuis une semaine un bug sur votre site, ben, essayez de vous rappeler que vous avez programmé un post Instagram qui vous incite les gens à aller sur le site et qui ne pourront finalement pas visiter. Donc essayez toujours de ramener Instagram vers la réalité et de votre entreprise et de votre domaine d'activité. C'est important ça. Juste sur le studio créateur photo, bon, il y a eu plein On de t'entend questions, pas mais là. tu y as répondu. On t'entend pas. Ah, on ne m'entend pas. Est-ce qu'il y a une appli mobile ou pas? C'est que sur PC? Alors la question, est-ce qu'il y a une appli mobile pour le Facebook Creator Studio? Je vous avoue que je me suis même pas posé la question. C'est tellement plus facile de l'avoir sur l'ordinateur. Bah, je vais regarder en 2 secondes. Et je vais la voir. Mais je pense pas. Intuitivement, je vous aurais dit non. Facebook Creator. Eh ben si, il existe une appli Creator Studio. Elle a pas que des bons avis, hein. On ne peut pas programmer les images. Nanana. Non, je sais pas. Il existe une appli. Elle existe. J'en ai la preuve sous les yeux. Je ne suis pas certain qu'elle soit optimisée. Euh, ouais, je vois hier un avis très négatif d'un utilisateur, avant-hier aussi. Ouais, non, je vous conseille de rester sur ordinateur. Une appli existe, mais apparemment, elle a l'air de pas être, de ce que je lis en commentaire, hein, de pas être parfaitement facile à utiliser. Donc voilà, le Facebook Creator Studio, très utile vraiment. Et puis imaginez nous qui avons plusieurs comptes à animer, vous imaginez le soutien que c'est pour nous. Les community managers ont beaucoup râlé après Instagram par rapport à ça. On a eu gain de cause pour une fois. Ça, c'est une question importante. Est-ce que je peux diffuser les mêmes contenus sur tous mes réseaux sociaux? Donc là, on sort un peu d'Instagram, on essaie de voir un peu plus globalement. Ça va être un peu la même réponse que ce que je vous ai dit pour les stories. Les stories ou les posts Instagram ont leur code d'usage, leur moment de communication, leurs audiences, leur façon de faire. Ben, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Aller sur Instagram, ce n'est pas la même chose qu'aller sur Facebook, ou qu'aller sur Twitter, ou qu'aller sur LinkedIn, ou sur TikTok, ou où vous voulez. Il y a des contenus qui vont se prêter à une communication similaire. On travaille par exemple pour une enseigne de pizza. Sur Facebook et sur Instagram, on a les mêmes contenus parce qu'on s'adresse à la même typologie de personnes. Ok? On s'adresse aux Toulousains de 25 et plus. Euh, aux gens qui sont sur Facebook comme ceux qui sont sur Instagram. On sait qu'on a une majorité de femmes dans notre audience et que c'est souvent elles qui vont choisir le lieu de restauration. Ce sont des gros clichés, hein, mais c'est via ces tendances-là que nous, on va pouvoir cibler des personnes en communication. C'est pas une vérité générale, mais ce sont des tendances qui nous permettent d'optimiser les choses. Donc des passerelles sont possibles. Des passerelles sont possibles d'un réseau à l'autre. Il y a plein de cas pour lesquels publier les mêmes contenus va être adéquat, mais il y a peut-être des cas où ça ne marchera pas. Donc là, moi de base, je vous aurais dit non, on n'est pas les mêmes contenus. Pourquoi? Parce que même, admettons que je fasse le même post sur Facebook ou pour Instagram pour la pizzeria dont je vous parle, sur Instagram, j'utilisais des emojis et des hashtags beaucoup plus que sur Facebook. J'en aurais beaucoup moins. Et d'ailleurs, j'aurais aucun hashtag sur Facebook parce que ça ne fonctionne pas. Donc rien que par ça, et aussi autre chose, la logique de 4/5e maximum sur Facebook n'est pas du tout vraie sur... pardon, 4/5e sur Instagram n'est pas du tout vrai sur Facebook. La logique de 10 photos maximum sur Instagram n'est pas du tout vraie sur Twitter, où je peux en mettre que 4 maximum. L'identification d'une personne sur une photo va être différente par rapport au réseau.
Et puis surtout, vous, votre cible sera peut-être différente sur LinkedIn que sur Instagram. Euh, Peut-être que sur LinkedIn, vous allez être présent en tant que chef d'entreprise. Vous partagerez peut-être votre quotidien, vos questionnements, ce que fait la CCI 31 qui est vachement chouette pour vous, des choses que vous allez vivre. Alors que sur Instagram, typiquement, ce que vous faites là avec la CCI, à minima, enfin au maximum une story vous allez le faire, mais le reste, ça n'a rien à voir, par exemple, avec votre personal branding LinkedIn, par exemple, ou votre contenu Instagram. Il n'y a pas du tout de cohérence par rapport à ça. Donc moi, je vous conseille pas d'avoir les mêmes choses partout, tout le temps. C'est possible de temps en temps. Il y a peut-être des gens pour qui ça sera possible de tout dupliquer en termes d'idées de messages. Par contre, la mise en texte, la mise en image sera forcément un peu différente. Ok? Bon, ça a l'air d'aller. Je vois pas de questions. Ah ouais, ça c'est la question la plus importante. On m'a dit très souvent, ben nous le Instagram là, on a recruté un stagiaire pour ça. Ça suffit, non? C'est bon, il est jeune, il va savoir faire. Alors ça, c'est la pire des idées que vous pourriez avoir. Non pas qu'un stagiaire soit pas efficace, hein, c'est pas du tout le sens de mes propos. Un stagiaire est très souvent utile. On en a nous très souvent. Et ils sont efficaces, plus ou moins, ça dépend lesquels. Actuellement, on a une super équipe de stagiaires avec nous à l'agence. Et vous avez peut-être vous-même aussi des stagiaires qui travaillent bien avec vous. Et d'ailleurs, merci d'accueillir des stagiaires, c'est important de pouvoir les former. Première réaction, c'est pas parce que quelqu'un est jeune et étudiant qu'il a forcément envie d'aller sur les réseaux sociaux. C'est un domaine particulier qui demande des compétences et des appétences particulières. Donc déjà, ôtez-vous de la tête que stagiaire, forcément, il aime les réseaux sociaux. C'est pas forcément vrai. Et on a de plus en plus de jeunes d'ailleurs qui n'ont pas forcément d'appétence sur les réseaux sociaux et qui n'aiment pas ça et qui n'y vont pas. Ça arrive, par exemple, dans notre équipe de stagiaires actuellement, on en a un qui est à fond digital et une autre qui voit l'intérêt, mais qui à titre personnel déteste ou n'est pas vraiment active sur ça. Ensuite, être bon ou mauvais sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez des gens qui sur Instagram, Twitter ou Facebook ou autre peuvent être très bons ou très mauvais en ayant 21, 25 ans ou 55, 65, 70 ans. Il n'y a pas de, ce ne sont que des outils de communication. Après, l'apprentissage va être plus ou moins facile. Le, la plateforme est globalement intuitive et par rapport à votre génération, peut-être que ce sera plus ou moins intuitif de cliquer à tel ou tel endroit pour comprendre la plateforme. Mais savoir utiliser les réseaux n'a rien à voir avec le fait d'avoir 25 ou 55 ans, vraiment, ou 45 ou 35, peu importe. Donc, il faut vraiment retirer ces préconçus de vos esprits si vous les aviez en tête. L'autre chose, admettons que vous confiez les réseaux sociaux à votre stagiaire, il reste 2, 4 ou 6 mois et à la fin il se passe quoi? Vous reprenez notre stagiaire, il va remettre le nez dedans sans aucun lien, il aura sa façon de faire, pas forcément une bonne idée. À minima, si vous avez un passage de main d'un stagiaire à un autre, je vous conseille pas mais ça pourrait arriver, essayez de faire en sorte qu'il y ait une ligne directrice et conductrice, qu'il y ait des mots interdits ou des mots à favoriser, ce qu'on appelle une ligne éditoriale aussi. Ça en fait partie. Hein. Quels sont les vocables qu'on valorise, ceux qu'on interdit, quels sont les types de contenus qu'on met, ceux qu'on met pas, quelles sont les personnes qui sont les gens proches du compte ou qui en sont éloignés, si j'ai tel type de questions, vers qui je me tourne pour avoir la réponse. Tout ça, ça doit avoir du suivi dans le temps, plus que la durée simple du stage. Et la question la plus fondamentale, outre le fait de faire confiance à un stagiaire ou pas, le community manager va être en contact direct et privilégié avec votre cible, qu'elle soit la personne qui achète ou celle qui conseille l'achat. C'est lui qui va du coup répondre plus ou moins aux questions. C'est lui qui va aller aimer des contenus en portant le nom de votre entreprise. Donc cette personne doit vous connaître. Un stagiaire peut être très efficace et vous connaître, mais voilà, posez-vous la question de est-ce que cette personne va être assez connectée à notre quotidien, comprendre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on n'est pas, ce qu'on fait pas, pour ne pas comment dire,
pour ne pas communiquer avec ou pour ne pas interagir pas de la meilleure façon par rapport à vos attentes et vos objectifs. C'est la même chose, c'est en interne ou en externe. Si vous choisissez d'externaliser la prestation de community management avec une agence de communication, un freelance, peu importe qui, soyez vigilant sur le fait que la personne comprenne bien qui vous êtes, comprenne bien ce que vous faites et ne prenne pas des décisions des fois importantes sans votre consentement. Nous, par exemple, pour les clients avec qui on travaille, il y a des questions sur lesquelles voilà, on sait qu'on va pouvoir facilement répondre. Par contre, si on a le moindre doute, on sait qui on appelle pour avoir la réponse le plus rapidement possible. Ce qui est important aussi, les réseaux sociaux sont souvent dans de l'urgence. Les gens vont très vite vous poser des questions et vous allez avoir l'impression qu'il faut de suite répondre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de suite répondre, que vous avez vu la question et que vous apportez les éléments de réponse dès que vous les avez. Ça peut durer une, deux, 3 journées pour avoir la réponse. Ça dépend après de la nature de la demande, mais vous n'êtes pas obligé, dans la minute qui suit, d'apporter la réponse à la personne. Vous avez peut-être d'autres choses à faire. Par contre, dès que vous voyez le message, n'hésitez pas à dire « Ok, on a bien vu votre message, on revient vers vous avec les éléments précis dès qu'on le peut. » Ok? Ça, c'est important. Donc, un stagiaire en com, ça suffit? Non. Ce stagiaire, en plus, il doit être encadré. Il doit surtout avoir envie de faire du digital. Et il ne faut pas que ce soit un truc en plus à faire avec d'autres missions. Le digital, les réseaux sociaux, Instagram, doivent être considérés avec le temps nécessaire à la réalisation de cette mission. Ne surchargez pas quelqu'un en interne qui a déjà beaucoup de travail. C'est peut-être vous d'ailleurs, cette personne en interne, avec une mission digitale qui va être mal faite ou pas optimisée. C'est vraiment fondamental ça. Mais les stagiaires, c'est important, il en faut. L'autre question qu'on me pose souvent, vous vous rappelez la semaine dernière, on a évoqué Instagram comme la plateforme préférée des influenceurs. Et c'est vrai, c'est là où ils sont le plus actifs, présents. Un influenceur, si je résume, c'est quelqu'un qui, par ses choix, les choses qu'il va valoriser, va influencer des personnes dans la découverte de cet objet ou de ce service. Précision, l'influence n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Quand vous rentrez chez vous et que votre enfant ou votre compagne ou votre mari vous dit t'as vu cette voiture, elle est vachement jolie, j'aime beaucoup, j'ai vu la pub, c'est un influenceur à votre échelle, mais c'est un influenceur. Ce qu'ont fait les réseaux sociaux via Instagram ou d'autres plateformes, des gens suivent d'autres personnes pour découvrir des services, des lieux, des produits. Et donc, ces influenceurs, qu'ils soient grands, petits, moyens, gros, peu importe, ont une audience auprès de laquelle ils font connaître un service ou un produit. Et pour travailler avec eux, je vous ai listé ici 9 petits conseils. Alors, ça aurait pu prendre toute la journée, je peux vous donner 500 conseils. J'essaie de m'arrêter à 9. Aussi pour que vous gardiez en tête ces 9 choses qui pour moi sont essentielles. Premièrement, ce ne sont pas des 4x3. Ok? Ce ne sont pas des panneaux commerciaux. Ce sont des gens qui ont une vraie vie, qui peuvent refuser ou accepter votre proposition. Ce sont des gens qui peuvent travailler à côté de ce qu'ils font là. Donc, ayez ça en tête quand vous les contactez. Ok? Deuxième chose, regardez s'ils n'ont pas déjà fait des choses avec d'autres personnes, avec des concurrents, avec des gens dans d'autres domaines d'activité. Voyez s'ils sont ouverts à ce genre de choses, de propositions. Le partenariat, ça peut être tester le produit, ça peut être venir chez vous, ça peut être parler de ce que vous faites, ça peut prendre tout un tas de formes. Troisième chose, et elle est fondamentale, est-ce que votre produit, votre service colle à ce qu'ils sont? Typiquement, si je suis à un restaurant, j'ai intérêt à aller voir si la personne aime, entre guillemets, ou valorise déjà des choses que je fais. Si par exemple je ne vends que de la viande et que je contacte un végétarien par exemple, et que j'ai pas pris le temps de regarder les contenus que publie la personne, je suis à côté et je vais donner une mauvaise image de l'entreprise parce que je contacte la mauvaise personne. Quatrième chose, et c'est fondamental, soyez très clair et précis sur vos attentes
par rapport à cette personne. N'hésitez pas aussi, le cas échéant, à faire un contrat qui puisse... alors là, on va un peu dans l'extrême, mais le contrat va clarifier les choses. Va dire, voilà, moi, de mon côté, entreprise, je vous offre ça, ça a une valeur de temps. Vous, de votre côté, vous engagez à faire une publication, faire une story, faire un jeu concours, partager votre expérience et surtout à me donner les chiffres d'impact que ça aura eu. N'hésitez pas à aller jusque-là. 5, alors ça va un peu, ça contrebalance un peu ce que je vous ai dit avant, mais contactez-les de façon humaine. Et ça va de lien avec ce que je vous dis après. Quand je vous dis contacter de façon humaine, c'est-à-dire ne faites pas un copier-coller d'une demande que vous faites à tout le monde. Ok? Ce ne sont pas des panneaux commerciaux, ce sont des gens et ils aiment bien être considérés par ce qu'ils sont. Ok? Ça, il vaut mieux travailler avec moins d'influenceurs et mieux qu'en avoir plein et très peu de retours. 6, essayez de connaître la personne, de la suivre. Plus vous créez des liens, plus ce partenariat sera facile à mettre en place. Ça, c'est aussi important. Typiquement, si c'est quelqu'un que vous suivez déjà depuis un mois, 2 mois, 3 mois, que vous aimez régulièrement ses contenus, il va le voir. Ce sont des gens qui analysent leurs audiences, qui voient ce qui se passe. Et s'ils disent, ah tiens, telle entreprise, ça fait plusieurs fois qu'elle me suit, qu'elle compte mes contenus, et que derrière vous allez les contacter, ils vont se rappeler qu'il y a déjà eu des choses avec vous. Ils vont se dire, ok, cette personne qui me contacte me suit depuis plusieurs mois. Elle ne m'écrit pas juste parce qu'elle a besoin de moi, comme si j'étais un panneau commercial. Plus vous connaissez la personne, et mieux. Et puis plus vous la suivez aussi, plus vous saurez comment elle parle d'autres entreprises, comment elle est capable de valoriser ce que vous faites. Vous avez tout à y gagner à suivre cette personne. 7, vous co-construisez un partenariat. Demandez-vous pourquoi la personne accepterait de travailler avec moi. Et vous dites pas juste, oh ben ça va, il va venir, je lui offre un truc gratos, ça va suffire. Pas forcément. Peut-être que la personne, ben, votre produit gratuitement, ça ne va pas l'intéresser. Peut-être qu'il y a quelque chose à co-construire. Vous pouvez dire, voilà, nous on aimerait travailler avec vous, on aurait tel type d'attente, mais on est prêt à échanger avec vous, savoir ce que vous envisageriez. Plus vous considérez la personne comme une personne humaine, plus elle va se dire, cette marque ou cette entreprise a l'air très sympa, ils me considèrent. De base, je l'aurais peut-être pas fait, mais en fait, ils sont tellement sympathiques que je vais faire quelque chose avec eux. Attention, il se peut qu'une demande de rémunération soit faite et ne le prenez pas mal. Parce que ce sont des gens qui créent du contenu, passent du temps à le faire, créent leur audience, passent du temps à gérer tout ça. Donc il se peut qu'ils acceptent la gratuité d'échange de bons procédés, mais il se peut qu'ils vous demandent une rémunération. Vous avez le droit de dire non, comme vous avez le droit de dire oui. Me demandez pas combien ça coûte un influenceur. Je vois déjà venir les questions. Tout dépend de leur audience, du domaine d'activité. Il n'y a pas de réalité. Enfin, il n'y a pas de. C'est comme vous me disiez combien coûte une pub. Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. Ça dépend où vous la diffusez, combien de temps vous la diffusez, à quelle fréquence. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Et 9, assurez-vous que l'audience de la personne soit réelle. Ne vous dites pas ah cette personne elle a 10 000 abonnés, je vais essayer de travailler avec elle. Peut-être que sur les 10 000 en fait il y a eu un achat d'abonnés et que finalement c'est que du flanc. J'ai rien contre les flancs, c'est un de mes desserts préférés. Mais essayez autant que possible d'avoir des personnes réelles. Pour savoir ça, 2 techniques. Regardez s'il y a des commentaires. Un influenceur qui a 10 000 abonnés et qui n'a pas de commentaires, c'est un peu louche. Et deuxième chose, regardez quels sont les types de personnes qui like les contenus. Si vous voyez que des pseudos bizarres qui finissent avec des chiffres, avec des photos étranges, ou si vous voyez des noms de personnes qui ont l'air logiques, ça vous donnera un aperçu sur le fait que la personne est suivie par des réelles personnes ou que par des faux comptes un peu partout dans le monde. Vous allez sûrement me demander la question, comment on trouve des influenceurs j'imagine. Pour moi, la meilleure des réponses, c'est en étant sur la plateforme. Vous allez aller voir des hashtags, vous allez trouver des personnes, découvrir des comptes. Vous allez aller voir qui est-ce que les agences de com peuvent suivre. C'est un bon moyen de voir ça. Typiquement, vous allez voir, par exemple, demain soir, avec l'agence Anouk Deke, on est sur un événement dans un restaurant éphémère à Balma, qui s'appelle Flonflon pour ne pas le citer. Typiquement, à Flonflon ce soir-là, il y aura 8 personnes et je suis persuadé qu'il y a d'autres agences qui vont regarder ce qu'on fait
pour repérer, tiens, ils ont travaillé. Et puis nous, en plus, on adore travailler avec des nouveaux, on adore repérer, fouiller. La meilleure façon de trouver des personnes, c'est de fouiller la plateforme, d'aller voir dans les hashtags quelles sont les photos qui marchent. Tiens, cette personne a fait telle photo. Voilà. Et après, en général, les agences de com suivent pas mal les influenceurs. C'est une petite stratégie pour pouvoir. Vous savez, vous allez voir les abonnements d'un compte. Et une fois que vous avez trouvé un influenceur qui vous correspond, allez voir ses abonnements à lui. Et ensuite, pour comment le contacter, cet influenceur-là, parce que ça va être peut-être la question d'après. En général, sur leur compte Instagram, ils donnent leur mail, où il y a la rubrique contacter, vous pouvez directement leur écrire. C'est la chose la plus simple, comme ça il le voit quand il le peut. Après, si vous avez noué des contacts avec cette personne, vous pouvez la contacter directement via Instagram. Mais le mail permet de garder des traces tranquilles, faciles, et surtout ça rassure, voilà, ça rassure la personne. Mais surtout, expliquez bien pourquoi vous contactez cette personne, dans quel objectif, et n'imposez rien. Essayez de co-construire. C'est vraiment l'idéal. Il y a d'autres questions sur l'influence ou j'imagine? Non, c'est bon? Ok. Je crois que c'était ma dernière diapo. Je vérifie. Oui, c'était ma dernière diapo. Décidément, on va parler pas mal encore. J'espère que ça vous a été utile. C'est pas fini. Je vous invite à poser d'autres questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas tant qu'on est encore ensemble. Il nous reste combien de temps, Pierre-Étienne? Il nous reste voilà, une dizaine de minutes. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ensemble, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre autant que possible. J'ai des questions. Ah, il y a des questions qui arrivent. Je t'entends pas en tout cas, si jamais. Alors, attends. N'hésitez pas aussi à dire si le format vous va, si c'était trop technique, pas assez, parce que j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra remettre en place avec la CCI peut-être, pour que les futurs apprenants, comme on dit dans l'information en général, puissent aussi avoir voilà, peut-être un retour un peu mieux par rapport à ce qui aurait été fait sur ces 2 premières sessions ensemble. Alors, j'ai une question. Plusieurs fois, Instagram supprime le nombre d'abonnés sur le compte utilisateur. Instagram supprime le nombre d'abonnés sur le compte utilisateur. Ah, là, ouais, je comprends pas trop votre. Si vous pouvez préciser, Ouais. on va le traiter après. Alors après, je sais que des fois, alors si votre compte s'est suspendu ou banni parce qu'il n'aurait pas respecté une règle, il se peut qu'il vous supprime tout ça. Mais généralement, en ce moment, c'est plutôt Twitter qui a des problèmes par rapport à ça qu'Instagram. C'est en tout cas un problème que j'ai jamais rencontré. Donc ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Quelle est la ouais, alors Oui. on va voir. Quelle est la fréquence de publication? Une fois par jour? Ok. Alors la question est sur la fréquence de publication sur Instagram. Je crois qu'on y a déjà répondu tout à l'heure, mais peut-être que vous étiez ailleurs. Idéalement, un minimum de 2 fois par semaine, ok, en post. Mais après, tout dépend de l'histoire que vous pouvez raconter. Si vous avez la capacité à avoir des choses cohérentes sans être envahissant en 3 à 4 fois par semaine, vous pouvez aussi. Tout dépend de votre rythme et de votre capacité à produire des contenus intéressants. Moi, je trouve que 10 publications par mois, c'est bien. Ça laisse chaque contenu vivre. Ça vous fait une semaine à 2, une semaine à 3, une semaine à 2 publications, une semaine à 3 publications. 10 par mois, en général, c'est pas mal. Moi, enfin, on n'est pas client du communiquer pour communiquer. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, il faut prendre la parole quand vous avez vraiment quelque chose d'intéressant à dire et que le contenu vous valorise. Ne vous dites pas, il faut absolument communiquer. On finit par polluer la planète déjà, parce que les réseaux sociaux prennent de l'énergie et coûtent à la planète. Et puis on pollue les fils d'actualité en fait. Plus il y a des contenus inintéressants entre guillemets, plus les autres contenus sont noyés dans de la masse. Donc on ne vous conseillera pas de communiquer tout le temps pour être présent, occuper l'espace, sauf si vous avez la matière à le faire et que c'est logique et cohérent. Ça c'était pour les publications. Et en story, vous pouvez aller jusqu'à une story par jour, si vous avez là aussi de quoi raconter, des rubriques simples, des choses intéressantes. Par exemple, un restaurateur qui a une carte qui change tous les jours, faire une story pour annoncer la carte du midi, c'est une super idée. Et d'ailleurs, vous le faites tous et toutes.
les restaurateurs et restauratrices. Prenez l'ardoise en photo. Aujourd'hui, chez moi, il y a ça à manger. Et bon appétit. Après, voilà, tout dépend de votre domaine d'activité. J'ai pas une réponse qui va pour tout le monde. Mais à minima, 2 par semaine, 2 posts semaine, c'est pas mal. Est-ce que ça change quelque chose de publier en 72 DPI ou 150 DPI? Pour les DPI, alors j'ai pas la réponse, madame ou monsieur. Est-ce que ça change quelque chose de publier en 72 ou 50 DPI? Alors je suis pas graphiste, donc j'ai pas la compétence qui va pour vous dire ça. Ce qu'il faut, c'est que votre photo soit d'assez bonne qualité. Ça veut rien dire, vous allez me dire d'assez bonne qualité. Euh, mais ne vous embêtez pas à avoir non plus un contenu qui soit très lourd et garder une photo. Parce que de toute façon, Instagram, il va vouloir réduire la taille de la photo pour que ça soit rapide. Donc vous embêtez pas à avoir des photos trop qualitatives. Alors après, ne sortez pas non plus des gros pixels, hein, mais vous, voilà, vous embêtez pas avec une photo trop lourde sur Instagram en tout cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit de qualité visuelle. Alors là, j'ai été déconnecté, donc je te pose la question en direct. Savez-vous pourquoi certains comptes ont le sticker musique et d'autres non? Oui, alors savez-vous pourquoi certains comptes ont le sticker musique ou notre nom? Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je sais qu'Instagram a tendance à enlever la possibilité pour les comptes entreprises, mais à la fois j'ai quelques comptes entreprises qui ont accès, d'autres qui n'ont pas. Je sais que les amis du Connexion Live, vous savez, le bar club de concert, n'ont pas accès à cette fonctionnalité. Pour eux, c'est un peu pénible. Non, il n'y a pas de vraie réponse par rapport à ça. Si ce n'est que c'est pénible parce que des fois on peut faire des jolies choses avec la musique. Mais par exemple, avec le compte de l'agence, on n'a pas le droit non plus. On n'a pas la fonctionnalité musique. Et c'est dommage parce que j'aurais adoré en mettre très souvent. Donc voilà, je sais que normalement tous les comptes de personnes y ont droit. Et il y a pas mal de comptes entreprises qui n'ont pas le droit. C'est dommage. J'ai deux nouvelles questions sur les hashtags. Oui, les hashtags. La première, c'est comment on les choisit, et l'autre, il y a une question sur est-ce que c'est vraiment utile d'en mettre énormément. Ok, alors les hashtags, est-ce que c'est utile d'en mettre beaucoup? Comment on les choisit? Ça, ce sont des réponses auxquelles on a répondu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez le droit d'envoyer 2 fois le diapo. Peut-être du coup d'envoyer de cette semaine le diapo la dernière fois. Concrètement, les hashtags, il y a plusieurs types de hashtags à utiliser. Des hashtags qui décrivent votre photo, des hashtags qui géolocalisent votre photo. Typiquement, si je fais une photo de plat, je vais avoir des photos, par exemple, hashtag Toulouse si je suis sur un Toulouse. Ça peut être utile, c'est pas forcément indispensable. Et vous avez des hashtags communautaires, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens dans la food à Toulouse qui utilisent tel type de hashtag ou tel type de hashtag. Choisir les hashtags, c'est aussi, vous allez les voir au fur et à mesure que vous utilisez la plateforme. Vous allez voir des personnes qui utilisent des hashtags ou non. Je vous avais parlé la semaine dernière d'une application qui s'appelle, je retrouve ça, qui s'appelle Hashtag Inspector. Hashtag Inspector. Du coup, vous mettez un mot-clé dedans et vous génère plein de hashtags qui sont très utilisés, par exemple, par rapport à ce mot-clé-là. Attention, plus un hashtag est utilisé, moins votre contenu sera visible avec ce hashtag-là. Ok, donc il faut trouver le juste milieu entre hashtag utilisé et hashtag où mon info sera noyée. Et le bon nombre de hashtags, par des analyses qui ont été faites par d'autres plateformes, en général c'est autour de 10. Vous pouvez aller jusqu'à 30 hashtags. Mais après, suivant les réseaux, c'est utile ou pas d'aller jusqu'à 30. Par exemple, dans la photo de tourisme, ça marche très bien d'en mettre jusqu'à 30. Dans la photo culinaire, vous pouvez, ou dans les boutiques, vous pouvez rester, boutiques qui vendent des produits locaux, par exemple, vous pouvez rester jusqu'à 10-15, ça peut suffire. Donc voilà pour répondre à ces deux questions hashtagiennes. On avait une question sur la cohérence graphique. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser tout le temps les mêmes filtres? Alors une question sur la cohérence graphique, est-ce qu'on doit garder les mêmes filtres ou pas? Alors déjà, pour contrebalancer ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'avoir un feed cohérent. C'est sûr que c'est plus joli et que ça en jette quand on vient sur votre compte,
mais ce n'est pas une obligation. Ok. Ensuite, utiliser le même filtre, effectivement, vous permettra d'avoir une cohérence visuelle sur vos publications. Et surtout, ça permettra, entre guillemets, dès qu'on voit votre photo, à force, on reconnaîtra votre patte. Il y a des personnes, par exemple, sur Instagram, il y a une influenceuse qui s'appelle Solène la Toulousaine, qui a un ton de photo euh, très chaleureux. Je sais que la photo va arriver dans mon feed, je vais savoir que c'est Solène qui a pris la photo. À force d'être sur la plateforme, on reconnaît la photo, on dit tiens ça doit être telle personne. Et on se trompe rarement au fur et à mesure, qu'on utilise la plateforme. Donc voilà pour. Après voilà, il y a pas d'obligation à ça. Moi je sais que j'aime bien travailler des feeds cohérents parce que quelque part on crée finalement un mini site où on monte les produits, on monte l'ambiance du compte, de l'entreprise. Donc je trouve que c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Est-ce qu'il est possible de changer le format d'une image déjà postée? Non. Alors la question, est-ce qu'il est possible de changer le format d'une image déjà postée? Pas du tout. Mais vous pouvez la supprimer et le refaire. Mais non, on ne peut pas modifier une fois que c'est posté. D'ailleurs, sur Facebook, c'est pareil, hein, vous pouvez modifier le texte et vous ne pouvez pas modifier le format de l'image. Par contre, vous pouvez modifier les hashtags ou le texte de votre photo une fois qu'elle a été faite. Ça, c'est possible. Mais l'image, impossible de changer quoi que ce soit, monsieur, dame. Pas possible. Il ne faut pas se tromper. Eh ben, on n'a plus de questions. Apparemment, si. Une dernière pour la route. Existe-t-il une appli pour prévisualiser le feed ou changer de place une image? Est-ce qu'il existe une appli pour prévisualiser le feed ou changer de place une image? Oui, il existe des applis qui permettent de prévisualiser le feed. J'ai pas de nom en tête, mais ça peut se trouver très facilement. Et pour ce qui est de changer une image de place, j'ai pas de... Je sais pas quoi vous répondre parce qu'en fait, votre image, vous pourrez... Ah oui, sur ouais, Preview, il y a quelqu'un qui parle de Preview, effectivement. Il y a Preview qui existe. Changer d'image de place, c'est-à-dire sur les images qui à venir, quoi. C'est ça votre question. Ouais, comme ça, vous pouvez optimiser vos contenus par rapport à ce qui arrive dans le mois, quoi. Laura Perrin qui pose la question, je vois ça. Oui, effectivement. Après, il y a des applis qui existent. Je sais qu'à une époque, je m'étais créé un faux compte Instagram pour faire ce genre de choses. Euh, mais il y a des applis qui existent et qui sont simples. Voilà, après, même je vous avoue que votre petit fichier Excel, si vous travaillez avec ça, va vous faire beaucoup de bien euh, pour aussi voir à peu près ce qui va se passer. Et Pauline, est-ce qu'il est possible d'envoyer le diapo la semaine dernière? On va voir. Je vais négocier avec Pierre-Etienne. On va voir si c'est possible. En tout cas, merci à tous. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer ces deux webinars. Je vous avoue que ça s'est peut-être pas vu, mais j'ai un peu stressé parce qu'on parle à personne. En fait, on ne sait pas si les gens nous écoutent ou pas. J'imagine qu'avec le nombre de questions qu'on a eu aujourd'hui, et le jeu était aussi de répondre à vos questions, donc c'était un peu l'objectif. Donc j'imagine que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous en faire part. Le compte Instagram de l'agence, c'est agence ADQ, agence comme une agence, c'est ADEQUE. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions à nous les poser. Ce sera moi ou Lucas qui vous répondront. Donc voilà, n'hésitez pas, on aime bien échanger avec les gens, on adore ça. Les réseaux sociaux sont pour nous une occasion de faire encore plus de rencontres. Et c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête pour vos réseaux sociaux. Ce ne sont pas que des opportunités de communication pour montrer vos produits. Ils doivent être des opportunités de créer des liens avec d'autres personnes qui connaissent ou pas votre produit. Donc moi je vais disparaître, je rends le micro, le siège et tutti quanti à Pierre-Etienne. Je vous remercie tous et je vous dis peut-être à bientôt à la CCI ailleurs, à Toulouse en tout cas. Et voilà, eh bien, je pense qu'on a répondu à énormément de questions, qu'il y a beaucoup d'entreprises que ça va intéresser. Donc je vous donne moi pas rendez-vous pour le 14 juillet parce qu'il y a autre chose à faire, mais le mardi suivant, donc sur ce qu'on disait la partie
CRM, etc. Et puis après, je pense qu'on n'en refera pas cet été. On redémarrera une série de webinaires à la rentrée. On a encore plein de choses à voir sur les réseaux sociaux. On a évoqué tout à l'heure des choses sur Pinterest, sur la stratégie média, sur la cybersécurité aussi. Il y a des choses à faire. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas sur mon LinkedIn à me les soumettre. La vidéo aussi, la pub Facebook. Alors on a fait un atelier qui était en physique cette fois-ci. On a fait ça avant le Covid sur tout ce qui était référencement payant. Mais on avait prévu de faire des ateliers spécifiques sur la publicité Facebook et sur la publicité achat de mots-clés sur Google. Bon, je pense qu'on en refera parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent et que ça évolue aussi un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Donc n'hésitez pas sur mon LinkedIn, vous pouvez me contacter, me laisser des demandes et puis moi je vais du coup, bon mais c'est bon, c'est négocié, je vais vous envoyer le support et je joindrai un lien vers le support de la semaine dernière. Voilà, comme ça pour ceux qui n'ont pas pu assister au premier webinaire, vous aurez les deux. Voilà, donc je réponds du coup à ce qui vient d'être posté. Merci à tous, bonne fin de journée. Et oui, je vois, genre, on me donne les emails. Alors, je vais renvoyer sur les emails auxquels j'ai envoyé les emailings. Mais si vous êtes connecté avec ce compte-là, je vous enverrai ça. Voilà. Si jamais vous ne recevez pas, recontactez-moi aussi sur LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup. Je fais un coucou à mon Elias là qui vient de me dire merci, qui est un ancien alternant de chez nous. Et qui nous suit sur tous les webinaires. Donc les stagiaires, ça marche aussi, les alternants encore mieux, et ils font toujours des bonnes choses. Voilà, il faut juste que vous cadriez un petit peu ce que vous allez faire dans la continuité pour effectivement ce qu'on disait. C'est bien si la personne qui vous représente sur les réseaux sociaux, elle sait vraiment ce que vous faites. Voilà, ça passe pas toujours hein, au niveau des budgets, de la direction générale, de tout ça, mais bon, voilà. Bon, merci à vous et à très bientôt sur les réseaux. Et voilà. Bonne journée.